Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité d'ici et d'ailleurs sur HTV. C'est l'actualité telle que vue, entendue et interprétée par les professionnels des médias. C'est l'éditorial 90 minutes pour que vous soyez plus informés au sujet de l'actualité, celle qui défait la chronique. Nous les recevons à 3 sur ce plateau pour l'édition de ce jour. À ma droite, je salue Nestor Ngaetoga. Bonjour à vous. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Très heureux de me retrouver sur ce plateau. C'est un plateau tout neuf, tout jeune et je pense aussi bien ambitieux. Vous êtes directeur de publication de l'Escoop d'Afrique.com. Oui, l'Escoop d'Afrique, c'est l'agence digitale d'information africaine. Nous donnons la force à la vérité de l'information à travers un réseau de correspondants basé dans tous les pays africains. Et à ma gauche, nous recevons Anthony Daka, secrétaire général du groupe Média Diapason. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de HTV. Merci, c'est un plaisir de me retrouver une fois de plus ici sur votre plateau et d'apporter ma modeste contribution. Le décor est donc planté avec nos invités sur le plateau de l'éditorial. À présent, nous allons regarder le sommaire. Il s'agit de faire le tour des différents thèmes retenus pour cette édition. Nous commençons naturellement avec la sortie de Maurice Kamto lundi dernier au lendemain du scrutin présidentiel au Cameroun. Maurice Kamto, candidat du MRC, qui a déclaré sa victoire lors d'une conférence de presse à Yaoundé. C'est une déclaration qui a particulièrement agité la presse et aussi bien l'opinion publique ainsi que les hommes politique, c'est bien le sujet majeur de ce programme. Ensuite, on va marquer un arrêt sur la crise anglophone avec le journal Le Messager qui revient sur le kidnapping du maire de Kumbo. Il s'agit de l'un des premiers responsables du SDF. Il reste introuvable selon le journal Le Messager. On en parle également dans cette édition. Et puis les commentaires pleuvent sur la toile au sujet de l'élection de Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie. La Rwandaise de 57 ans a été élue par la majorité écrasante des États membres. Mais c'est le soutien de la France à ses proches du régime de Paul Kagame qui suscite le débat. C'est également au menu de ce programme. C'est tout pour le sommaire. Nous revenons à présent sur le plateau et on va entrer de plein pied dans le vif du sujet. Le thème central, on va le répéter, c'est la sortie de Maurice Kamto. Mais avant de donner la parole à nos panélistes, nous revenons sur cette déclaration qui a fait bouger l'opinion publique. Regardons. 18. En mon nom personnel, au nom des membres de la coalition gagnante qui s'est formée autour de ma candidature, de nos militants et sympathisants et de nombreux Camerounais qui nous attendent et nous regardent à l'heure qu'il est. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Nestor Ngaetoga, c'est bien ça. Vous avez suivi la déclaration de Maurice Kamto que nous faisons une fois de plus passer sur HTV. Qu'est-ce qui fait réellement problème dans cette déclaration? Disons d'emblée que M. Maurice Kamto, lorsqu'il déclare qu'il a marqué le but, il n'a pas dit qu'il a gagné les élections. Maurice Kamto a dit qu'il a marqué le but. Alors vous estimez que cette déclaration ne fait aucun problème? Nous, au niveau de l'agence digitale d'information africaine, oui, nous pensons que Maurice Kamto n'a pas fait ce qui est hors la loi. Maurice Kamto n'a pas donné de chiffres pour dire j'ai gagné mes adversaires ou j'ai gagné l'élection présidentielle avec tel taux ou tel pourcentage. Nous pensons, à notre avis, que Maurice Kamto, légaliste qu'il est, constitutionnaliste qu'il est resté dans le cadre de la loi sans toutefois relever. Nous n'irons pas dans l'esprit de Kamto pour lui attribuer une victoire. Maurice Kamto dit qu'il a marqué le but. Restons au niveau du fait qu'il a marqué le but. Qu'est-ce que Maurice Kamto voulait soulever en réunissant la presse au lendemain du scrutin pour déclarer qu'il a marqué le but? Maurice Kamto, dans une interview accordée à nos confrères
Libération, nos confrères français, Maurice Kamto dit « Je l'ai fait sur la base des informations fiables que nous avons déjà rassemblées ». Ça veut dire que Maurice Kamto a des représentants dans les bureaux, avait des représentants dans les bureaux de vote qui ont fait remonter les informations à la base. On va y revenir avec justement les représentants du MRC qui n'ont pas été très présents dans les bureaux de vote, on l'a constaté le 7 octobre. Mais avant, nous donnons également la parole à Anthony Dakar, qui est secrétaire général du groupe Diapason. Une fois de plus, bonjour à vous. Est-ce qu'on peut avoir la position de votre journal par rapport à cette sortie de Maurice Kamto? Bon, pour dire position, ce serait trop dire. Nous n'avons pas de position en tant que telle. Nous avons traité, au fait, cette information un peu comme toutes les informations normales dans le cadre du processus électoral dans lequel nous sommes engagés. Comment l'avez-vous abordé, la question? Non, disons que nous l'avons pris sous l'angle, c'est un politique qui a parlé. Et c'est dans le cadre, c'est dans le cadre des différentes déclarations qui ont été faites avant la campagne, pendant la campagne, et qui seront faites également même après les résultats. Mais vous avez pu observer quand même les réactions. Le lendemain, on a vu d'autres hommes politiques qui sont sortis pour s'opposer à cette sortie de Maurice Kamto. Quand vous essayez un peu d'analyser, lui, il a réagi comme homme politique par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve. Maintenant, ceux qu'il avait en face de lui et qui n'étaient pas peut-être de son bord, ont également eu leur réaction qui n'était pas favorable à son point de vue. Parce que comme vous pouvez le constater, lors de son point de presse, ce qui était un point de presse, mais qui ressemblait plus un peu à peut-être un peu à un meeting, parce que quand une déclaration de victoire, tout simplement. Au-delà même de cela, déjà en termes de public, parce qu'il y avait plein de journalistes, c'est vrai, mais la salle également était truffée de supporters ou de militants du MRC. Chaque fois qu'il y avait une déclaration, chaque fois qu'il disait quelque chose qui était assez intéressant pour eux, ils applaudissaient. Ce qui n'était pas le cas des journalistes qui étaient venus assister à la conférence de presse, justement parce qu'ils étaient venus faire leur travail. Alors le journal Diapason ne relève pas là un jeu trouble quand on pense qu'on a quand même vu le MRC venir. Il y a le porte-parole qui a déclaré la victoire même à l'issue de la campagne électorale. Non, comme nous sommes en train de dire, ça c'est son point de vue. Il a pris de l'avant pour essayer de donner son avis concernant les résultats ou alors l'aboutissement des élections qui avaient eu lieu la veille. Bon, ça n'engage que lui parce que, il y a un processus électoral qui est engagé et les règles sont claires. Et que dit justement la loi électorale au sujet de la proclamation de la victoire? Non, on sait que c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de publier officiellement les résultats. Lui s'est donné, il a pris la responsabilité de convoquer la presse pour dire « j'ai marqué mon penalty ». Maintenant, depuis le début, je crois que quand vous suivez un peu sa campagne, quand on disait tirer le penalty, pour lui, sûrement c'était peut-être gagner. Pour d'autres, c'est marqué, mais marqué, rien ne dit que quand vous allez marquer, on va pouvoir valider. Il n'avait pas encore marqué lors de la campagne électorale et justement, il parlait de marquer, il envisageait de marquer et aujourd'hui, il estime avoir marqué. Jusque-là, on ne parle pas de la déclaration d'une victoire. Non, pas du tout. C'est pour ça que je dis que ça n'engage que lui, cette décision, cette position qu'il prend en disant qu'il a marqué. Parce qu'au-delà de tout cela, nous savons qu'il y a une institution qui est chargée de donner les résultats et il y a un processus qu'il faut respecter. Et il faut encore regarder, quand vous observez, il y a eu toutes ces sorties, mais au niveau des recours, ils avaient, je crois, c'est 2 jours pour déposer les recours, sans doute. Oui. Je crois que quand vous regardez hier dans le monitoring des différents recours qui ont été déposés, le MRC a bien déposé ces recours. Donc ça signifie en principe qu'au-delà de leur déclaration, ils restent, je suppose, ils restent confiants par rapport au processus qui est en cours et ils savent quels sont les acteurs qui sont chargés de donner effectivement les résultats et les informations officielles concernant cette élection. Nestor Ngaïtoga, vous avez parlé des représentants du MRC dans les bureaux de vote et je vous faisais savoir que lorsque nous nous sommes déployés dans les bureaux de vote, vous avez dû le constater également, il n'y avait pratiquement pas de scrutateurs de l'opposition dans les bureaux de vote. Nous aussi, au niveau de lescoupdafrique.com, on a constaté qu'il y a eu
il y a eu une sorte d'intimidation de certains représentants du MRC sur le terrain, d'autres qui n'ont pas eu accès dans les bureaux de vote. C'était où? Je vais prendre par exemple le cas au niveau de l'extrême nord, où les alliés du RDPC disent avoir gagné toute l'extrême nord, et à ce niveau, ça n'a pas fait de bruit. Mais lorsque M. Kamto dit qu'il a marqué le but... C'est pas là le débat. On dit que... Nous avons constaté, bon, maintenant sur le vous terrain, et nous avons constaté l'absence des représentants des partis de l'opposition dans les bureaux de vote. Les envoyés spéciaux de notre agence de presse ont constaté avec l'opinion, avec les militants aussi, que certains représentants du MRC n'ont pas eu accès dans les bureaux de vote. On leur a demandé de repartir lorsqu'ils sont venus. Oui, il y a d'autres qui ont été tout simplement repoussés et d'autres qui ont subi des menaces. Et vous savez très bien aussi qu'il y a eu des arrestations, par exemple, avec certains représentants du parti. Peut-être c'est vous qui nous donnez l'information. Il y a eu des arrestations. Oui, des arrestations, et ces gens ont été libérés plus tard. Nous avons constaté sur le terrain, nous sommes une agence de presse. Et lorsque nous avançons quelque chose, c'est parce que nous l'avons constaté sur le terrain. Raison pour laquelle, quand M. Kamto dit qu'il y a eu des fraudes, quand les autres présidents des partis disent qu'il y a eu des fraudes, peut-être aussi, c'est sur la base de ce genre d'attitude que le régime de Yaoundé a mis en place pour intimider les électeurs. Ce sont vos déclarations personnelles? Oui, ce sont les déclarations, de quelqu'un qui était sur le terrain. Est-ce que vous avez des preuves? D'un journaliste. Ce sont les déclarations d'un journaliste. Et nous, au niveau de l'agence, nous prenons beaucoup de précautions pour pouvoir avancer un mot. Nous étions sur le terrain et nous avons fait notre travail. Nous avons constaté, nous avons couvert les élections. Et nous-mêmes particulièrement, je puis vous dire que moi, j'étais par exemple au niveau de la frontière, oui. Cameroun-Guinée équatoriale. Je vous assure que j'ai assisté à un dépouillement dans un bureau de vote. Lorsqu'on s'est rendu compte que j'étais journaliste, ça n'a pas été facile. Et le même Maurice Kamto qui a... Vous l'avez dit, il a déclaré avoir marqué le but, oui. Même si ce n'est pas une déclaration de victoire, comme vous êtes en train de l'expliquer. Le même Maurice Kamto demande après l'annulation du scrutin présidentiel. Certainement, il a des raisons, mais lesquelles? Oui. L'annulation du scrutin présidentiel. Mais parce qu'il parle de fraude. Il parle des fraudes qui ont émaillé certaines localités du nord du pays et les communications qui ont été entrecoupées entre 18h et 19h dans la partie septentrionale du pays. Peut-être c'était pour, on ne sait pas quoi faire. Je ne suis pas militant du MRC, oui. Mais c'est juste le constat de journaliste que j'ai fait. Et en tant que journaliste, comment gérer cette situation ? Un candidat qui dénonce des fraudes, qui annonce sa victoire, que faut-il faire à présent ? Lorsque les résultats seront donc publiés le 22 octobre prochain, comment ça sera la suite? Avant de présager de la suite, nous pensons d'abord que nous, journalistes, nous avons le devoir d'appeler l'opinion à la retenue, de faire savoir à la population que il n'y a rien qui dépasse la paix dans un pays et que les vies ne vont pas s'arrêter à la déclaration des résultats. Que ce soit M. Biya, que ce soit M. Kamto ou M. Cabral qui venait à gagner les élections, qu'on sache que la personne qui devra présider ce pays, qui devra occuper le poste de président de la République sera un Camerounais. Et nous tous, nous restons des Camerounais. Et notre attitude en tant que journaliste, c'est d'abord d'appeler à l'apaisement et puis au respect des lois de notre pays. Nous ne sommes pas pour que les gens se déclarent vainqueurs avant, par exemple, la proclamation des résultats par rapport au canon préétabli. Le canon étant la Cour constitutionnelle. Attendons dans une dizaine de jours pour voir qui a gagné les élections et les décisions de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle réserve par rapport aux requêtes qui ont été déposées auprès de sa Cour. Donc c'est tout ça qu'on attend. Anthony Daka, peut-on dire que Maurice Kamto a violé la loi? Bon, si on la prend de manière plate, peut-être qu'on pourrait dire pour certains qu'il a violé la loi, mais si vous la prenez
en analysant un peu, en tenant compte que c'est un homme politique et il était dans un environnement un peu précis, en se disant, j'essaye un peu de prendre les devants pour mettre peut-être la pression sur les gouverneurs. Et si tous les candidats le faisaient? Non, mais puisque c'est le cas, quand vous essayez de suivre un peu les autres, chacun qui a donné une conférence de presse, que ce soit le candidat Cabral, que ce soit, je crois que le candidat Matomba, chacun a dit... Je sais par contre qu'ils ont tous dénoncé des irrégularités. Non, ils ont dénoncé des irrégularités, mais la plupart ont également dit, en d'autres termes, qu'ils ont gagné des élections. C'est ça. Mais le problème maintenant, comme je disais, ils l'ont dit, ça a été dit, mais prenons ça sous l'angle politique. Ça, c'était peut-être pour mettre la pression sur le gouvernement en place, pour leur dire, faites attention, parce que ce que nous avons vu, les choses auxquelles nous avons assisté pendant le scrutin, dans certaines régions, dans certains bureaux de vote, faites attention au moment où vous allez compter. Parce que, je dis cela pourquoi? Parce que quand vous essayez de regarder après, au niveau des dépôts des recours, vous vous rendez compte que tous ces partis politiques, au fait, ces candidats qui étaient assez impliqués, ont déposé, je vous en prie, ont déposé des recours en annulation, soit totale, soit partielle. Ça signifie qu'ils restent confiants et ils restent, je dirais, légalistes par rapport aux institutions chargées de donner ces résultats. Donc je crois qu'il serait peut-être intéressant, au-delà de ce qu'ils ont dit, de regarder maintenant le processus parce qu'ils ont accepté de suivre ce qui doit être fait. Et par rapport au recours, qu'est-ce que la loi dit? Après le dépôt des recours, qu'est-ce qui est prévu? Après le dépôt de recours, le conseil va siéger et puis on va dépouiller et les différents membres vont essayer de voir tous les éléments, au fait, les éléments de fraude ou les raisons, les motivations de ces différents partis. S'il y a des endroits où ça doit être annulé, on devrait annuler. Et par rapport aux irrégularités constatées dans les bureaux de vote, on a relevé la présence des faux observateurs de Transparency International. Vous l'avez vu? Bon, disons que j'ai été surpris puisque moi-même j'ai vécu ça assis devant ma télé un soir sur les antennes de la CITV où on nous présentait des observateurs de Transparency International. J'ai été surpris le lendemain que la représentation de Transparency International au Cameroun déclare qu'elle ne reconnaît pas ces observateurs. Et à sa déclaration, moi je peux leur donner raison parce que ce que je sais, c'est quand nous-mêmes, nous sommes mis en mission, que ce soit ici au Cameroun. Quand vous allez en mission, vous arrivez au Cameroun comme à l'extérieur, quand vous arrivez dans la zone ou la localité dans laquelle vous avez été envoyé, qu'est-ce que vous faites d'abord? Vous allez rencontrer l'autorité administrative. Il s'agit donc d'une irrégularité venant des organisateurs du scrutin ou alors... Disons que pour ceux qui ont organisé ou qui ont invité ces gens et qui les ont présentés comme des représentants de Transparency International, oui. C'est quelque chose d'assez grave. Oui. C'est pour ça qu'à un moment, il faudra bien tirer les conséquences, savoir qui a organisé, si c'est effectivement le cas, et comme ça semble être le cas, si Transparency, la représentation camerounaise, et même Transparency International a dénoncé cette présence frauduleuse. Hein. Il faudra bien tirer les conséquences, qui les a invités, et au nom de quoi, et puis savoir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que déjà, il faut également rappeler que ce soit Elekam, qui était un peu l'arbitre, jusqu'à présent, restait un peu amorphe par rapport aux différentes dénonciations. Mais on attend, on espère qu'au niveau des recours qui a été déposé, qu'il y a une suite qui sera donnée et que demain, quels que soient les résultats, eh bien, les auteurs de toutes ces actions qu'on pourrait dire néfastes ou cette forme d'arnaque, hein, qu'on pourra effectivement les poursuivre. Parce que c'est condamnable. Et on peut parler, entre autres, du rôle trouble des réseaux sociaux, si vous êtes d'accord avec l'expression, parce qu'au soir du vote, on s'est rendu compte que les Camerounais, un à un, recevaient des messages sur les réseaux sociaux ça, c'est également quelque avec chose, des résultats. Ça, c'est également quelque chose peut-être qu'il faudrait dénoncer, parce que, en principe, les gens, on n'est pas censé publier les résultats. Mais ce que vous pouvez également découvrir, c'est que
parfois vous pouviez recevoir les résultats d'un même bureau de vote, mais avec des modifications. Ça signifie qu'il y a des gens qui étaient assis quelque part, qui essayaient d'apporter des modifications. Non, je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est que quand vous observez un peu la manipulation des données, que ce soit des images, des sons, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont été formés ou qui se sont mis quelque part, de tous les côtés. Comme on pourrait appeler des cyber-attaquants. Et finalement, à quoi ça s'apparente, tout ce paysage dans un pays où on vient de vivre une élection présidentielle, tout ça, les faux observateurs, les candidats qui se déclarent... Disons que quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'au fait, vous vous rendez compte que c'est un jeu trouble qui vient de tous les côtés, que ce soit du côté du parti au pouvoir, que ce soit du côté des partis d'opposition, parce qu'il faut le dire, ça vient de tous les côtés. Et puis, le jeu trouble des réseaux sociaux, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas pendant les élections, mais après le scrutin qu'on l'a noté. On l'a noté bien avant les élections, où quand vous essayez un peu de parcourir, il suffisait peut-être juste de dire bonjour. Les réponses que vous recevez allaient au-delà de votre bonjour, parce qu'on se mettait à analyser. Même si le ministre de la Communication a attiré l'attention plusieurs fois au sujet du rôle des réseaux sociaux, de la désinformation. C'est vrai, le ministre de la Communication a attiré l'attention plusieurs fois. Et au-delà même du ministre, d'une autre personne. Mais il faut également relever qu'il est parfois important à certains moments de calmer le jeu. Et au lieu de se retrouver comme certains membres du gouvernement parfois l'ont fait, en position de donneur de leçons ou de père fouettard, parce qu'on l'a parfois suivi. Les tons qui étaient employés n'étaient pas toujours des tons qui appelaient à la calmie, au respect des uns et des autres. Je crois qu'il faut également relever cet aspect-là, mais rappeler aux gens qu'au fait, ce que vous faites, ce n'est pas bien, mais il y a une façon de vous adresser également aux gens. Nestor Itoga, pensez-vous qu'il est encore possible que cette élection présidentielle soit crédible compte tenu de toutes ces irrégularités, à votre avis? Je voudrais d'abord préciser, puisque c'est à la suite de mon confrère que le problème des réseaux sociaux ne se pose même pas. Une élection, c'est une bataille d'intérêts. L'élection présidentielle du 7 octobre, c'était une bataille d'intérêts. Le régime en place, à la veille des élections, a fait venir toute une équipe de Facebook. Ce n'était pas pour venir faire plaisir à l'opposition aussi. Vous avez des preuves de vos déclarations, monsieur Itoga? J'ai été invité à plusieurs rencontres avec une équipe de Facebook. Et quel était le rôle de cette équipe de Facebook? Qui a été reçue à la présidence de la République par le secrétaire général de la présidence de la République. La mission n'avait pas été clairement dite aux populations. Moi, en tant que web journaliste, je me dis, est-ce que l'équipe de Facebook est venue pour influencer en faveur du régime en place ou en faveur de l'opposition? Elle a été reçue par le ministre de la Communication. Ou peut-être tout simplement pour couvrir l'élection présidentielle. Et nous savons très bien que... Peut-être pour couvrir l'élection présidentielle, tout simplement. Ceux qui ont une particularité sur le web savent que le 7 octobre, si vous aviez, par exemple, 4900 personnes qui vous suivent sur votre page, le 7 octobre, ce n'était pas la même chose. Beaucoup de choses ont été faites. Mais nous n'allons pas revenir sur ça. Pourquoi on cache certaines vérités? Mais disons tout simplement que l'élection présidentielle du 7 octobre, la crédibilité dépendra de la décision de la Cour constitutionnelle. Comment? Lorsque la Cour constitutionnelle se prononcera, tel que le député allemand l'a suggéré hier à l'Assemblée nationale allemande, c'est-à-dire qu'on donne des résultats bureau de vote par bureau de vote, je pense qu'en ce moment, le Cameroun gagnera en crédibilité. Quel que soit le cas. Ça a toujours été le cas lors des élections présidentielles. Les résultats sont toujours donnés par... sur la base des procès-verbaux, oui. Et non sur la base des procès-verbaux larvés. Et vous savez très bien que ces procès-verbaux passent par beaucoup de filtres avant d'arriver même au niveau de la Cour constitutionnelle. Et je vous assure que pour nous, en tant que Camerounais, tout ce que nous voulons, c'est la paix. Nous appelons le régime en place, les institutions, de comprendre que il n'existe pas de président à vie.
et que chaque travail a besoin d'un repos. Mais nous partons sur la base des élections. C'est oui. sur la base du vote qu'on définit le président de la République. Kamto a dit, nous voulons une transaction dans la paix. Je ne suis pas militant de Kamto, mais j'écoute tous les autres, mais je cite plus Kamto parce que Kamto était sur le terrain. L'autre candidat était plus sur le terrain avec, par exemple, on a bien l'impression que vous êtes son porte-parole. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez très bien que M. Biya a fait juste un seul meeting à l'extrême nord. M. Kamto a fait beaucoup de meetings, M. Carvalho a fait beaucoup de meetings, Serge Matomba a fait beaucoup de meetings, mais tous veulent la paix. Personne n'a dit que la transition se fera, que la transition sera houleuse. Non. Mais est-ce que c'est une attitude d'un candidat qui veut la paix au lendemain du scrutin? Faire une sortie comme celle-là, ça pourrait quand même soulever quelques sensibilités. Mais M. Kamto a parlé d'un article. Moi, je ne suis pas juriste. J'évite d'aller sur ce terrain. Mais si j'ai retenu M. Kamto dans son interview accordée aux confrères de Libération, M. Kamto a dit, là où nous sommes, je pense que je n'ai pas fait quelque chose de tuant. Il a utilisé un terme. Vous étiez à cette conférence? Non, j'ai dit une interview qui est toujours lisible sur le site libération.fr où M. Kamto a dit « Je n'ai rien fait de criminel ». Ça veut dire que M. Kamto, en tant que lui-même constitutionnaliste, en tant que juriste de haut vol, a su prendre des dispositions légales pour dire que j'ai marqué le but, j'invite M. Biya à assurer une transition, une passation de service. Et c'est là une attitude pacifique, à votre avis? Oui, je pense que M. Kamto a ses raisons. Et les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais ne sont même pas prêts à être manipulés, quel que soit l'homme politique qui va se présenter. Je ne suis pas sûr que même M. Biya, qui se présenterait devant le public et dit « Je vous invite à casser », aucun Camerounais ne se lèvera pour casser. Encore moins M. Kamto, qui je ne suis pas sûr qu'il a eu 10 voix dans mon village. Je pense que M. Kamto ne peut pas se lever et appeler la population à descendre dans la rue et les gens vont descendre n'importe comment. Puisque au jour d'aujourd'hui, nous avons une population mature. Les Camerounais sont matures. Rares sont des Camerounais qui ont moins du niveau du primaire. Donc ils ont une certaine maturité d'esprit. Et ce qui se pose aujourd'hui, c'est que nous voulons une transition crédible, des élections crédibles. Et nous appelons donc la Cour constitutionnelle à veiller, s'il y a lieu, d'annuler ces élections, qu'on les annule, pour que les Camerounais soient en paix. Mais si c'est vous qui demandez l'annulation des élections? S'il y a lieu, sur la base des différentes requêtes et des preuves qui seront déposées sur la table des juges, s'ils estiment que pour que le Cameroun soit en paix au lendemain de la proclamation des résultats, il faille annuler, il faut qu'on annule. Mais s'ils estiment, c'est à eux le droit et le pouvoir de pouvoir le faire. Mais pour nous, au niveau de notre agence de presse, nous appelons toutes les parties à la retenue, toutes les parties à savoir une chose, c'est que l'avenir de ce pays dépend de nous et de nous-mêmes. Anthony Daka, est-ce que vous pouvez faire un commentaire au sujet de l'opposition camerounaise? Après la sortie de Maurice Kamto, on a vu quelques opposants qui sont sortis pour condamner le geste de Maurice Kamto. Quel est votre commentaire à ce sujet? Bon, je crois que c'est une attitude tout à fait normale. Chacun joue son rôle. Ce sont des politiques, comme vous dites. Ah, c'est un jeu, tout cela, ça Non, c'est un jeu, soyez sûr. Parce que quand vous essayez de regarder, quand tu as parlé, quand bien même il y aurait eu toute cette presse ou ces médias locaux et internationaux qui ont couvert et que la réaction venant du côté du pouvoir n'avait pas été ce qu'elle a été, je crois qu'on n'aurait pas eu toute cette houle-là. Parce que c'est un peu ça. Il y a eu cette réaction et ensuite, certaines personnes, certains opposants qui veulent bénéficier des faveurs du pouvoir en place ont décidé également
Il s'agit de quel... Non, je ne vais pas citer, vous, chacun a vu. Nous sommes en train d'informer les téléspectateurs. C'est vrai, je n'ai pas besoin de citer. Nous avons tous observé ceux qui sont sortis, qui ont fait des sorties pour condamner de manière ouverte et brutale même. Mais il y a certains qui ont pris le recul en rappelant il y a un processus qui est engagé, il y a des institutions qui sont chargées de pouvoir conduire ce processus jusqu'au résultat. Et je crois que c'est un peu de ce côté, c'est un peu sous cet angle-là qu'il faut essayer un peu de regarder. Mais comme je dis, chacun a voulu jouer son jeu. Mais comme on dit, mais quand vous observez, c'est chacun qui dit « Ok, faisons simplement attention, respectons le processus qui est en cours et attendons les résultats. » Anthony Daka, merci à vous, c'est votre position et nous fermons là le sujet concernant la sortie de Maurice Kamto. Nous prenons une courte transition pour revenir sur la crise anglophone. Nous sommes de retour sur le plateau de l'éditorial. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes bien sur HTV. On aborde la deuxième partie de ce programme. On va parler de la crise anglophone, notamment avec l'enlèvement du maire de Kumbo le 10 octobre dernier, alors qu'il tentait de se rendre à Bamenda. Alors, Nestor Ngai Toga, comment comprendre un tel kidnapping alors quand on considère le déploiement des forces de l'ordre du côté du Nord-Ouest dans le cadre de l'élection présidentielle? Comment peut-on expliquer un tel enlèvement? Il faut dire que au jour d'aujourd'hui, nous constatons tout simplement que les appels des institutions internationales, plus particulièrement de Amnesty International et les autres pays, l'appel au dialogue entre le régime de Yaoundé et les séparatistes, cet appel n'a pas pu être entendu. Et ce qui est sûr et certain, c'est que nous allons continuer à vivre ce genre de kidnapping. Les appels au dialogue. Même le clergé au niveau du Cameroun a appelé le pouvoir en place à tendre la main aux résistants anglophones. Parce qu'il faut dire, au jour d'aujourd'hui, nous avons atteint un niveau où il est difficile de régler cette crise sans dialogue. À votre avis. Et les enlèvements, permettez-moi, et les enlèvements sont tout à fait naturels. Nous le vivons depuis 2 ans. Chaque jour, on enlève les gens. Par exemple, ce matin, il y a eu une attaque à Babessi. Il y a eu des morts. L'armée est arrivée à trouver un camp je les appelle des sécessionnistes entre guillemets, et on a réussi à les neutraliser. On ne sait pas si rien que la libération du maire de Kumbo peut amener les autorités de Yaoundé à comprendre qu'il est temps, juste après, par exemple, la proclamation des résultats, qu'on puisse trouver une solution urgente. On n'en est pas encore là, mais déjà, lorsqu'on parle de dialogue, on a d'un côté le pouvoir et de l'autre côté, quels sont les principaux interlocuteurs là où on Les principaux sont en prison. Vous savez très bien que les principaux acteurs de la crise anglophone, ceux qui ont été même des déclencheurs de cette crise, ont été arrêtés et leur procès a été, par exemple, hier ou avant-hier, le procès a été renvoyé. Mais si vous dites que les principaux ont été arrêtés, qui sont donc ceux qui font des réclamations sur le terrain? Il faut dire qu'il y a des alliés, il y a des supporters, il y a des gens qui ne peuvent comprendre que leurs représentants, malheureusement, les représentants sont en prison. Je pense que pour qu'il y ait un retour à la paix, pour qu'on ne vive plus ces arrestations qui sont devenues même redondantes, parce que c'est chaque jour, les attaques c'est chaque jour, c'est une crise qui ne peut pas s'arrêter par la force des armes. Elle doit être diplomatique, elle doit être une forme de négociation. Mieux vaut, on dit souvent, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Anthony Daka, quelle est votre lecture de la situation actuelle dans la région du Nord-Ouest?
Après l'enlèvement du maire de Kumbo, on a parlé d'une station qui a été brûlée, toujours par les séparatistes. Quelle est votre lecture? Comment lisez-vous cette situation dans la région du Nord-Ouest? Disons que chaque jour qui passe apporte son lot de morts et de désolation, d'actes ignobles, parce qu'il faut également le relever. Et à ce niveau, nous nous retrouvons avec des actions venant de ces personnes qu'on dit aujourd'hui sécessionnistes, mais qu'il faut également relever que certains aujourd'hui sont devenus des éléments incontrôlables. Heureusement que certains également... Est-ce qu'on les connaît déjà? Est-ce qu'on les connaît? C'est difficile concernant ceux qui sont sur le terrain. Oui. Parce que quand vous regardez, quand bien même s'affiche sur les réseaux sociaux en envoyant soit des vidéos, je ne sais pas quoi, vous allez vous rendre compte que celui qui s'affiche parfois comme le leader a un visage masqué, il y a juste quelques jeunes. Quand vous regardez, la plupart du temps, ce sont des enfants même qui sont même inconscients, mais qui ont des visages à découvert. Ils ne réalisent pas exactement quel est le risque qui court. Ça signifie en principe que, peut-être on ne maîtrise pas exactement ceux qui sont sur le terrain, mais il y a des gens qui les connaissent, même au niveau des populations, parce que dans le cas de l'enlèvement du maire de Kumbo, heureusement qu'il a été relâché, et sain et sauf. Vous vous rendez compte que ce sont des actes qui se passent toujours dans la même zone. Il a été tout simplement relâché. Non, il a été relâché. Bon, en termes de conditions, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été fait, nous ne savons pas. Mais toujours est-il que quand vous regardez un peu les actes qui sont posés, et vous vous rendez compte que ce sont des choses qui arrivent parfois dans le quotidien, ou bien ils vivent au quotidien avec cela. Parce que tout à l'heure, vous avez demandé, mais comment se fait-il que cela arrive alors qu'il y a un véritable déploiement sécuritaire. Bon, il y a un déploiement sécuritaire, mais ils ne peuvent pas être à chaque pas de porte. Ce n'est pas possible. Parce qu'au fait, contrairement à l'esprit ou l'idée que nous avons ici, les gens vivent. Mais finalement, est-ce que les séparatistes sont restés fidèles à leur doléance? Jusqu'à présent, on a quand même évolué, on est parti des revendications des anglophones, on est arrivé dans l'éducation. On est sorti des doléances qui avaient été émises il y a de cela 2 ans par les différents leaders. Aujourd'hui, ils sont appelés des séparatistes? Non, certains sont en prison. Oui. Quand on parle de séparatistes aujourd'hui, certains se sont affirmés comme favorables à la sécession pour certains, d'autres au fédéralisme. Oui. Mais c'est simplement aujourd'hui le pas qui a été franchi, c'est simplement que certains ont pris des armes contre la République. Est-ce qu'il est encore possible de parler de dialogue avec des personnes non identifiées? Non, écoutez, le dialogue reste de mise et je crois que c'est la meilleure voie. Avec qui? Vous comprenez? Avec qui? Non, ce qui fait que le moment venu, quand le pouvoir qui est en place, parce que comme je disais la dernière fois, c'est après les élections qu'on saura exactement, parce que je crois que ça devrait être le premier chantier du président élu. Donc, après la proclamation des résultats, la première chose sur laquelle il va falloir s'engager, ça devrait être la résolution de la crise anglophone. Et vous-même, vous savez que concernant la All Anglophone Conference, il y a une réunion, il y a une conférence de presse du cardinal Christian Toumi qui a été prévue. Et cette conférence est prévue, je crois, pour la mi ou le 22 novembre, quelque chose comme ça. Oui. Je crois que c'est également une plateforme à laquelle le gouvernement a adhéré et à laquelle le gouvernement devrait donner son notion et apporter sa contribution. Oui. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce soit ceux qui sont soit peut-être enfermés, ou ceux qui sont encore qui sont en liberté, ou alors ceux qui sont je pourrais dire, dans la brousse aujourd'hui, il va bien falloir que des gens parlent à leur nom. Et en parlant à leur nom, il va bien falloir qu'ils essayent de dire aux gens, voici ce que nous voulons. Et en retour également, le gouvernement va également faire ses propositions et tous ensemble, ils devraient trouver des solutions pour que cela puisse être résolu. Et en tant que journaliste, vous pouvez faire une analyse personnelle
Pensez-vous que c'est encore possible d'arriver à ces niveaux de dialogue lorsque... Non, quand je parle ici, c'est en tant que journaliste que je le fais. Nous voulons avoir votre analyse de la situation en ce qui concerne la possibilité encore d'un dialogue, avec des... Quel que soit le niveau de la situation, quel que soit le niveau de la crise, le dialogue reste toujours possible. Il faut seulement que des deux... Le plus dur, c'est qu'on parle toujours des personnes non identifiées. Il faut simplement que des deux côtés, qu'il y ait cette volonté de se rencontrer, de s'écouter. Parce que comme je vous disais, il y a des gens peut-être qui sont en brousse, vous comprenez? Mais il y a des gens qui sont en liberté et qui savent exactement qu'est-ce que ces gens-là veulent ou bien qu'est-ce qui se passe. Voyez, ce que je vais vous dire, c'est que tout ce qui se passe là aujourd'hui, ceux qui payent les pots cassés, ce sont les populations. Les gens ne vivent plus. On a montré encore des images là récemment, je pense que c'était à Kumbo dans la semaine, où ils sont venus très tôt le matin, je ne sais pas si c'est vandalisé, mais en fait, ce n'est pas vandalisé. Ils sont venus casser des échoppes. Puisqu'ils ont cassé, ce n'était pas seulement pour faire du mal, mais c'était pour emporter des vivres. Ça signifie qu'ils avaient besoin de se ravitailler. Vous comprenez? Or, quand vous cassez, ce sont des activités commerciales. Ce sont des gens qui souffrent. Dernièrement, on a vu des bus. Vous croyez que ces gens, toutes ces populations, ou bien qui veulent se déplacer là, ça les arrange? Ça ne les arrange pas. Mais comme je dis, les gens continuent à vivre. Mais ils vivent avec la peur dans le ventre. À votre avis, y a-t-il une évolution en matière de sécurité de ce côté-là? Depuis le début jusqu'à présent, si on vous demandait de faire une analyse... Non, quand vous essayez d'observer, on a eu une période un peu de pic avec des attaques où, quand vous observez, on a perdu beaucoup d'éléments de force de l'ordre qui n'étaient pas sur des attaques personnelles et simples en pleine ville de Bamenda. Oui. Ça, on l'a connu. Mais quand vous essayez de regarder aujourd'hui ces derniers mois, ça a totalement changé, c'est devenu un peu plus difficile. Ce type d'attaque a diminué et même devenu rare. Ça se passe un peu plus dans des coins reculés. Je peux pas, si vous connaissez par exemple la zone de Kumbo, c'est une zone montagneuse escarpée où c'est pas parfois évident, ou alors pour ceux qui connaissent, ils savent exactement où ils peuvent se cacher pour ne pas être retrouvés. Ce qui fait que c'est possible pour eux de sortir plus rapidement et de repartir plus rapidement après avoir mené, par exemple, une attaque. Mais c'est par à coup. Mais tout est-il qu'il y a à ce niveau, il y a quand même eu une baisse. Donc maintenant, c'est juste des attaques sporadiques qui sont menées, mais avec toujours des résultats assez tristes et sanglants. Nestor Etoga, pensez-vous que la campagne électorale ait apporté quelque chose de ce côté-là, du côté du Nord-Ouest? On a vu le candidat Joshua aussi se rendre de ce côté. Et il a promis dans son projet de société, d'ailleurs, il a affirmé que s'il était élu président dès le lendemain, la crise anglophone serait terminée. La plupart parmi les candidats l'ont dit. Mais tous ne sont pas allés à Bamenda. Oui, tous ne sont pas allés à Bamenda, mais ceux qui sont même allés à Bamenda n'ont pas véritablement fait campagne. Ils se sont retrouvés dans des salles pour faire des déclarations. C'est pour dire qu'il n'y a pas la vie dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il ne faut pas qu'on essaie de mentir l'opinion. Est-ce que la campagne a apporté quelque chose quand même? La campagne n'a absolument rien apporté parce qu'il n'y a même pas eu de campagne. Une campagne, c'est qu'on devrait aller voir la population à la base. On ne la rencontre pas à part une certaine... Mais on a vu Joshua aussi en plein air quand même. Joshua il a quand même fait une descente sur le terrain. C'est vrai, Joshua aussi était à Bamenda. Oui. Mais ce n'était pas comme, vous savez, à l'époque, avant la crise anglophone, le SDF pouvait même gagner tout le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et si au jour d'aujourd'hui, on a constaté lors du meeting de Joshua, il n'a pas pu faire 2000 participants lors du meeting. Ça veut dire que quelque chose ne va pas là-bas. Et peut-être que le prochain président de ce pays va trouver des solutions. Mais la solution passera par un dialogue avec les Sissoko Ayuk Tabe, avec les Mancho BBC. Ces leaders qui ont mobilisé au départ. Est-ce qu'ils ont accepté le dialogue au départ? Il faut d'abord savoir qu'au départ, le pouvoir en place
ne s'est pas montré disponible au dialogue. On a vu plusieurs ministres de la République arriver de ce côté-là. Non, puisque les leaders étaient déjà en prison. Les leaders étaient déjà en prison. Les alliés dont vous avez parlé tout à l'heure. Non, jusqu'ici, on a rapidement étiqueté ceux qui sont aujourd'hui en prison. Ils ont été arrêtés, embastillés. Aujourd'hui, ils sont en prison. Le dialogue devient difficile dans cet état de choses. On ne sait plus qui veut quoi. Personne ne maîtrise plus les éléments qui sont sur le terrain. C'est l'état actuel des choses, selon vous? Pardon? C'est l'état actuel des choses. On ne sait plus exactement quelles sont les revendications. On ne sait plus exactement qui veut quoi. Non, ils ont... si je m'en tiens, par exemple, aux dernières sorties de certains, je suis leur actualité quand même en ligne. Et je suis de temps en temps aussi leur chaîne. Pour le moment, ils appellent à la libération de leurs leaders. Oui. Pour le moment, ils appellent à la libération de leurs leaders. Et la libération de leurs leaders peut être conditionnée aussi par le retour à la paix, par l'appel à la paix. Puisqu'on ne doit pas, quand même, on a libéré, le président Biya a libéré ceux qui n'étaient même pas les véritables acteurs sur le terrain. Vous savez, l'avocat général et les autres qui ont été libérés par le pouvoir en place. Mais les vrais leaders qui sont Bibichi Mancho et Sissoko Ayuk Tabe, je pense qu'il est temps pour le régime en place de discuter avec eux au lieu de passer par le tribunal. C'est une proposition de votre part, Nestor Ngaïtoga, et c'est sur cette proposition que nous allons fermer la deuxième partie de ce programme. On se retrouve après la transition. L'éditorial se poursuit sur HTV. On aborde la troisième partie de notre programme. Il s'agit précisément de l'élection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, une Rwandaise à la tête de la francophonie, qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut dire que sa nomination ne faisait plus aucun doute depuis que sa rivale... On va dire son élection. Oui, sa rivale, la Canadienne. La Canadienne a été lâchée par deux principaux bailleurs de fonds de l'OIF, à savoir le Canada et le Québec. La Rwandaise a bénéficié d'un soutien très important de la France. Et lorsque la France vous soutient au niveau de l'OIF, vous avez les portes grandement ouvertes. Malheureusement, vous savez aussi que depuis ce matin, depuis sa nomination, il y a des critiques qui fusent de partout par rapport à la position même du Rwanda, qui n'est pas en odeur de sainteté avec le respect des droits fondamentaux et avec l'accompagnement même de la langue française. Vous avez parlé du soutien de la France et c'est donc là toute la question. Comment expliquer que la France, accusée d'avoir posé des actes criminels pendant le génocide rwandais, se retrouve en train de soutenir une Rwandaise qui, justement, a perdu pratiquement la moitié de sa famille dans ce génocide? Je pense que cela émane d'abord de ce sommet entre Kagame et le jeune président Emmanuel Macron. Et, vous savez, on peut faire une analyse, soit en disant peut-être la France veut se refaire la paix avec le Rwanda après le génocide qu'on a attribué à la France. Et je pense que c'est aussi une reconnaissance quand même de l'Afrique et peut-être un début de réparation des torts que la France a causés au Rwanda. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, malgré les critiques qui fusent de partout concernant le respect des droits fondamentaux au Rwanda. Anthony Daka, une Rwandaise qui parle anglais de surcroît, à la tête de la francophonie. Votre commentaire? Disons que ça surprendrait ceux qui veulent être surpris. Quand vous essayez un peu de suivre l'évolution de la situation de l'Organisation internationale de la francophonie depuis une dizaine d'années,
on est parti des membres qui étaient les anciennes colonies de la France. Et ensuite, on a évolué, comme on dit aujourd'hui, comme le président Macron dit, il est pour une francophonie ouverte. Et c'est cette vision qui ne vient pas de lui, mais qui date déjà de ses prédécesseurs, qui a fait qu'aujourd'hui, au niveau de la francophonie, on ne se reconnaît plus trop. Oui. Pourquoi? Parce qu'on se dit, plus il y a de membres, plus on est important. Parce que vous vous retrouvez aujourd'hui avec la francophonie pendant le sommet d'Erevan, oui, qui s'achève en Arménie, avec l'Arabie Saoudite qui est devenue membre. Oh. En fait, j'essaye de présenter une situation entre la France et le Rwanda depuis le génocide rwandais. Actuellement, il y a des procès en appel pour l'enquête qui a été ouverte sur les responsables du génocide rwandais. Et Paul Kagame, qui n'est pas toujours apprécié par la France. Et en plus, le Rwanda vient de suspendre le français comme langue à apprendre dans le système éducatif. Et malgré toutes ces raisons, la France soutient la candidature d'une Rwandaise. Comme beaucoup l'ont dit, c'est une histoire d'intérêt. Les relations internationales, ce sont des affaires d'intérêt. En fonction de mes intérêts. Quel pourrait être l'intérêt de la France au Rwanda? Non, aujourd'hui, quand vous essayez de regarder le Rwanda avec le président Paul Kagame, le Rwanda, à un moment, c'est d'abord refermé sur elle. Même ses contributions par rapport à l'Union africaine ou ses relations avec la plupart de ses... Et le Rwanda vient de rompre ses relations avec la France avant de les renouer. Oui. Même avec certains pays voisins, ça a été toujours des relations belliqueuses. Oui. Il y a des années maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous essayez de regarder le processus maintenant? Le Rwanda, avec les accusations qui ont été portées par le gouvernement en place contre le gouvernement français concernant sa participation au génocide rwandais, le Rwanda s'est retourné vers les États-Unis. Or, quand vous regardez la situation géographique du Rwanda, c'est une zone, je peux dire, stratégique, avec la zone des grands lacs, la RDC qui est là, assez instable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il serait préférable d'avoir un partenaire dans cette zone au lieu d'avoir quelqu'un contre vous. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les Rwandais sont tournés vers les Américains. Et c'est pour ça que dans le cadre du processus ou de cette relation et du conflit qu'ils avaient avec la France, à un moment, ils ont décidé, le français, ils ont sorti le français de leur programme. L'anglais est devenu la langue officielle. En plus de leur langue, de leur langue locale qu'ils utilisaient, le français n'était plus la langue acceptée au Rwanda. Maintenant, avec l'évolution, quand vous essayez de regarder, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Kagame, après cette embellie ou ce retour avec les États-Unis, malgré tout ce qu'on a bien pu lui reprocher concernant l'aspect sur les droits de l'homme, a commencé à s'ouvrir déjà vis-à-vis de ses voisins, en revenant dans des relations assez cordiales, également vis-à-vis de l'organisation de l'Union africaine. Et quand vous regardez dans les différents sommets, et même ceux qui se sont tenus à Kigali, le président rwandais Kagame s'est retrouvé en train de recevoir l'onction de ses pairs pour apporter des modifications, pour réorganiser l'Union africaine, pour la rendre plus solide et plus active, et même plus dynamique. Ce qui fait qu'en termes de leadership, il a gagné un peu plus. Or, la France, voyant devant cette situation-là, où le Rwanda, par exemple, avait déjà les pays africains de son côté, elle ne pouvait pas continuer à jouer sur ce tableau où, ok, si le Rwanda est contre nous, le Rwanda n'a pas besoin de nous, nous allons également lui tourner le dos. Non. Parce que quand vous essayez de regarder, peut-être la Rwandaise, elle a été élue, mais il faut déjà savoir qu'au niveau du sommet de Nouakchott, c'est là-bas où l'Union africaine avait décidé de soutenir la candidature du Rwanda. Et le 23 mai, à Paris, le président Macron a donné son onction. Et vous avez parlé des intérêts de la France au Rwanda. J'aimerais que vous examiniez également les intérêts du Rwanda du côté de la France. On a comme l'impression qu'il s'agit de chantage, permettez l'expression. Vous savez,
il y a plus des procès qui sont ouverts de deux côtés. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le génocide rwandais n'a pas livré tous ses secrets. Mais on a dit en 2006, le Rwanda carrément rompre les relations avec la France. Ça, c'est vrai. Comme j'étais en train de vous dire, renouer ces relations. Ça a suivi des évolutions où ils sont retrouvés. Celle qui est nommée aujourd'hui secrétaire générale de l'OIF, quand vous la suivez, elle a été ministre des Affaires étrangères. Et c'est une des plus proches des collaboratrices du président Kagame, avec qui elle est depuis les débuts, bien que ne faisant pas partie, attention, du parti au pouvoir. Hein. Mais seulement pour elle, elle est focalisée ou elle soutient pleinement l'action. Ce qui fait qu'en termes même de déclarations, parfois, elle a fait des déclarations qui, je peux dire sur le plan diplomatique, n'allaient pas, parfois contre la France. C'est pour ça qu'il dit que c'est dans cette évolution-là qu'à un certain moment, il y a eu des échanges assez vifs entre le Rwanda et la France, où il y a eu cette rupture, par exemple, de relations diplomatiques. Les ambassadeurs sont partis, on a fermé tout ça. Oui. Et la langue française a été supprimée des programmes. Et pendant le génocide, Nestor Ngaïtoga, on révèle aujourd'hui que la France a évacué une bonne partie des Hutus pendant que les Tutsis étaient tués à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le gouvernement de Kagame est soumis à plusieurs accusations, entre autres le non-respect des droits fondamentaux. On se souvient de tout cet épisode-là. Et aujourd'hui, une proche de ce Paul Kagame prend les rênes de la francophonie. Est-ce que cela ne s'apparente pas à une situation où les deux, c'est-à-dire le régime de Kagame et la France, ayant participé négativement au génocide rwandais, ne veulent pas s'exposer mutuellement? Je pense qu'il faut, à ce niveau, il faut prendre les choses telles que le président Macron l'a dit jeudi dans son discours, en précisant que l'arrivée de Louise, de la nouvelle secrétaire de la rwandaise à la tête de l'OIF, oui, créerait un électrochoc au sein de l'OIF qui était déjà très loin de la jeunesse. Vous savez avec moi que les principaux objectifs de l'OIF, c'est de toucher la jeunesse et de faire entrer ce qu'on appelle l'usage de la langue française au sein de la jeunesse, oui, africaine, au sein de la jeunesse mondiale. Et le Rwanda, c'est un pays plurilingue. Et la France, le président Macron... Mais la langue nationale, c'est l'anglais. Disons que depuis 2008, c'est depuis 2008 que l'usage du français a été supprimé au Rwanda. Avant que le Rwanda ne rejoigne les pays du Commonwealth. Oui. Au jour d'aujourd'hui, l'arrivée de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF a pour principale ambition de ramener l'OIF auprès de la jeunesse africaine. Et il n'y a que 27 États africains sur les 57 presque qui sont membres de l'OIF. Donc, il faut encourager les autres États qui sont affiliés à d'autres organisations, sauf l'OIF, à rejoindre aussi cet organisme qui se veut désormais un organisme ouvert. C'est-à-dire à toutes les langues? Non, ouvert à d'autres usages de langue. Le français, tel que Macron l'a dit jeudi, n'est pas là pour avaler les autres langues, mais voudrait plutôt épouser la donne en faisant une jonction des autres langues pour pouvoir s'émanciper. C'est ce que Macron a dit dans son discours. Ça veut dire que la nouvelle secrétaire générale de l'OIF aura d'abord pour principal objectif la jeunesse africaine qui devra mettre dans ses usages l'utilisation de la langue française. Je pense que c'est l'ambition de Macron. Quel que soit le cas, c'est comme un paradoxe quand même. Ça peut s'apparenter à un paradoxe, mais étant donné que la France est le premier bailleur de fonds de l'OIF, Macron a une ambition. Un paradoxe par rapport à la nationalité de la nouvelle responsable secrétaire générale de la francophonie. Non, nous saluons d'ailleurs son arrivée parce que
c'est le retour de l'Afrique à l'OIF. Et nous pensons que c'est aussi le début d'une réconciliation entre le Rwanda et la France, entre même l'Afrique et la France. Entre le Rwanda et la France. Entre le Rwanda d'abord et l'Afrique, et puis l'Afrique et la France. Même s'il y a toujours des procès en cours, des procès pour les membres, quelques membres du régime, du régime de Kagame. Oui. Il y a toujours ces procès qui sont en cours. C'est déjà quand même le début de la paix, entre guillemets, malgré ces petits arrangements. Et il faut quand même se le dire, il faut ces petits arrangements pour faire un monde aussi. Et est-ce que vous pouvez faire, Anthony Daka, une petite lecture du passage de Michaël Jean à la francophonie? Michaël Jean qui s'en va pour laisser la place à Louise Mouchiki-Wabo. Comment a été son passage à la francophonie à votre avis? Bon, disons que le passage de Michaël Jean, on ne peut pas dire qu'il y a eu des actions, des actes remarquables. Elle s'est engagée plus dans l'ouverture. Je crois que le processus d'ouverture de l'organisation de la francophonie que nous essayons, dont nous avons parlé tout à l'heure, ça a été un peu plus cette action qu'elle a menée pendant son mandat, qui a été assez court. Et quand vous essayez d'observer, c'est un problème, c'était elle prônait plus une francophonie politique. C'est-à-dire où l'organisation de la francophonie devrait devenir un organe ou bien une organisation qui pèse également dans les choix ou les décisions du monde, un peu comme nous avons avec d'autres organisations. Et pour elle, pour parvenir à cela, où quand il y a une décision à prendre, ou bien un mot, ou bien une opinion à donner qui compte, il faut que la francophonie ait sa voix qui est écoutée. Pour cela, il fallait qu'il y ait le plus de membres possible. Et c'est cette action-là qu'elle a le plus menée pour qu'il y ait plus de membres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme quelqu'un disait, vous vous retrouvez avec le drapeau du Togo à côté du drapeau de la Bulgarie. Et aujourd'hui, vous avez eu l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est devenue membre. Il y a bien d'autres pays qui n'ont rien à voir avec la langue française. Vous avez des pays asiatiques qui n'ont rien à voir avec la langue française. Or, avec cette action-là, ça a permis de donner à la francophonie un peu ce visage plus politique, lui donner ce leadership. Maintenant, par rapport aux missions qui étaient celles-là, la promotion de la langue française, de la culture, et comme on a dit, la jeunesse au centre, toutes ces missions-là ont été un peu mises de côté pendant un temps. Aujourd'hui, peut-être, la francophonie va devenir encore plus politique, ça c'est vrai. Mais il va falloir également repartir sur les bases des missions qui étaient assignées à cette organisation. Parce que, il faut vous rappeler, je crois que c'est pour ça qu'elle a interpellé au-delà de tout ce qui a été dit et puis de la petite polémique qui tourne autour de cette élection. La Rwandaise a rappelé que c'est l'élection d'une personne, ce n'est pas l'élection d'un pays. Tout à fait. Et vous avez parlé tout à l'heure des procès qui ont cours. Les procès vont se poursuivre. Parce que, comme je disais, jusqu'aujourd'hui, tout n'a pas été dit concernant le génocide rwandais. Les acteurs, certains sont... tout simplement qu'on a l'impression qu'il s'agirait, c'est-à-dire la France et le régime de Kagame, peut-être qu'ils se cachent des choses. Bon, ça c'est également... L'un pourrait faire sortir de nouvelles révélations sur l'autre. Ça c'est ce que les gens... C'est une analyse également que les gens peuvent faire. Ils le font peut-être pour se protéger, mais seulement ça sera limité dans le temps. Puisque ce qui est sûr demain, le régime qui est actuellement en place, par exemple en France, pourra ne pas être toujours le même. Ça peut être la même chose au Rwanda. Et puis il faut aussi savoir que ce n'est pas seulement la France et le Rwanda. Il y a également d'autres pays. Et puis il y a, comme on peut dire, des acteurs indépendants, la presse, les organisations internationales, la société civile, qui, elle, va continuer à mener le combat pour le respect des droits de l'homme. Mais comme j'ai dit, ça a été une affaire politique et une affaire d'intérêt. Parce que quand vous regardez un peu comment Michaël Jean est tombé, même le gouvernement canadien et le gouvernement québécois qui est son gouvernement, ils l'ont lâché. Pourquoi? Parce que les Canadiens, ils aimeraient bien entrer au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Et ils ont reçu
des promesses des autres États. Et c'est pour ça qu'au-delà de tout, du barreau d'honneur qu'elle a mené jusqu'à sa défaite, au lieu de démissionner comme on lui demandait ou de se retirer, elle a forcé, elle les a mis dos au mur pour que chacun essaie de donner sa position. Et c'est à ça à quoi ils sont allés, puisqu'ils ont au bout d'un huis clos. Or, le huis clos, c'est quoi? Chacun, tout s'asseye. Et puis maintenant, les tractations, on dit moi je te donne. Voici comment ça se passe. C'est à ce niveau-là qu'on est arrivé à l'adoubement de la secrétaire générale. Parce que c'était déjà, on savait qu'elle devait être SG parce qu'il n'y avait pas un autre candidat. Il n'y avait pas un autre candidat africain. L'Union africaine ayant décidé que c'est elle. La France, avec le président Macron, ayant choisi depuis. Donc là maintenant, c'était peut-être la façon de se retrouver dans sa désignation. Nestor Ngaïtoga, on va sortir par là. Comment vous voyez une francophonie dirigée par les Français, par un Français, secrétaire général? C'est une question, j'attends une réponse à titre personnel de votre part. Je pense que une francophonie dirigée par une Rwandaise... par des Français. Si on avait élu un Français à la tête de la francophonie. Pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Je pense que... C'est permis déjà? Je ne suis pas sûr que si la France était candidate face à l'Afrique, la France gagnerait seule. Non, pas du tout. Raison pour laquelle je refuse d'admettre que la France, qui impose sa langue à travers le monde, à travers l'OIF, puisse encore venir diriger l'OIF. Raison pour laquelle je continue à saluer l'arrivée de la Rwandaise et j'espère qu'elle bénéficiera du soutien de l'Afrique, même comme elle a dit et déclaré que c'est la victoire d'une personne. Non, elle doit d'abord savoir que si elle n'était pas ministre des Relations extérieures du Rwanda, elle ne devait jamais être à ce poste. Donc, c'est la victoire d'un pays, c'est la victoire d'un continent. Et l'Afrique compte sur elle pour que nous puissions avoir les nouveaux membres. Par exemple, pourquoi pas un jour avoir aussi l'Afrique du Sud dans les rangs des pays de l'OIF. Béal a postulé une certaine année. Ou même la Camerounaise, Calice Béala. Voilà, Louise Mouchikiwabo est donc la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est là-dessus que nous allons refermer notre programme consacré à l'actualité politique précisément. Nous avons reçu sur ce plateau de professionnels de l'information, notamment Nestor Ngaïtoga. Merci d'avoir été des nôtres. Tout le plaisir a été le mien de me retrouver sur ce plateau, tout neuf, tout beau. Et je pense que je serai toujours disponible à chaque fois que la direction pourra faire appel à moi. Merci beaucoup. Anthony Daka, merci pour votre présence sur le plateau de l'éditorial. Je vous dis également merci de l'honneur que vous m'avez donné de pouvoir participer à cet échange sur ce plateau. Et on se dit sûrement prochainement. Et c'est fini pour nos 52 minutes consacrées à l'actualité. Ce n'était donc pas 90 minutes, mais 52 minutes. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Restez fidèles au programme de votre télévision Humanitarian TV. Je vous retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir à tous.